Je vous propose qu'on commence dès maintenant. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce rendez-vous copro sur la thématique de la fraude et plus précisément sur comment éviter les fraudes dans le cadre d'une rénovation énergétique. Alors, c'est vrai que ce webinaire intervient dans un contexte de recrudescence des fraudes qui ont notamment en fait engendré une suspension temporaire, comme vous le savez, des dépôts de dossiers de subvention pour le parcours d'ampleur MaPrimeRénov'. À noter que les autres parcours, eux, ne sont pas concernés en fait par cette suspension, ils sont toujours ouverts. Et en fait, le but de ce webinaire, ce n'est pas de revenir sur les dernières annonces qui ont été faites, mais plutôt en fait de traiter de cette problématique et également de diffuser un message de prévention et aussi de répondre aux questions que vous pouvez vous poser en tant que copropriétaire. Alors, au sommaire, on va premièrement avoir une présentation de l'Agence parisienne du climat, de nos missions et également de notre plateforme Coach CoPro. Puis, on passera en fait à l'action de la DGCCRF dans le cadre de la rénovation énergétique. Puis, on finira par un petit temps de questions-réponses. À noter que le support de présentation vous sera transmis dans les jours qui suivent le webinaire. Petit point technique avant de commencer, on vous informe en fait que ce webinaire est enregistré. Cet enregistrement en fait a pour but de vous permettre de revisionner le replay sur notre chaîne YouTube, Agence parisienne du climat. À noter en fait que votre webcam et votre micro ne sont pas activés et ne seront donc pas visibles sur l'enregistrement, ni même vos questions dans l'onglet questions-réponses. Et donc, je vais vous inviter dès à présent, si vous avez des questions, à les poser dans cet onglet et on y répondra à la fin des présentations. Merci. Alors, l'Agence parisienne du climat, qui sommes-nous? Alors, il faut savoir en fait qu'on est une association et une ALEC, c'est-à-dire une agence locale de l'énergie et du climat. On a un double statut. On a été créé en 2011 à l'initiative de la ville de Paris afin en fait de l'accompagner dans la mise en œuvre de son plan climat. Aujourd'hui, on est le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris pour les copropriétés parisiennes. Et on fait également partie en fait des espaces France Rénov'. Tout au long de l'année, on mène différentes actions en lien notamment avec la rénovation énergétique, les enjeux environnementaux, que ce soit sur le bâti, l'énergie ou encore l'adaptation climatique, au changement climatique. Et pour toutes les infos, je vous invite à aller sur notre site www.apc-paris.com. Ce webinaire, en fait, s'inscrit dans notre rendez-vous mensuel qui est les rendez-vous copro. En fait, ce sont des webinaires qui ont lieu tous les mois et en fait qui nous permettent d'explorer un peu plus en détail toutes les thématiques autour de la rénovation énergétique et surtout en fait de vous donner en tant que copropriétaire toutes les clés pour vous lancer ou avancer dans votre projet. Pour plus d'informations sur les prochains webinaires, je vais vous inviter à aller sur notre agenda. Et concernant les replays, ils seront en fait accessibles, ils sont tous accessibles sur notre chaîne YouTube quelques jours après leur diffusion. Alors moi, je me présente en fait, je travaille à l'Agence parisienne du climat en tant que chargée de mission accompagnement des copropriétés du 12e et 13e arrondissement et je suis également en fait conseillère France Rénov'. Et j'expliquerai un peu plus mes missions et comment, en fait, dans le cadre de mes missions, j'aide les copropriétés à mener à bien leurs projets de rénovation énergétique. On a également la chance aujourd'hui d'avoir Émilie Baumgart, qui est adjointe au chef du bureau 5C de la DGCCRF et que je remercie en fait de sa présence et que je laisserai également se présenter au début de sa présentation. Alors, Coach CoPro, c'est une plateforme numérique, nous, qu'on utilise tous les jours dans le cadre de nos missions, mais qui est également très utile pour les copropriétaires. C'est une plateforme en fait d'information et d'accompagnement des copropriétés pour leurs projets de rénovation énergétique. Et en fait, elle fait partie intégrante du service public de la rénovation énergétique. C'est une plateforme qui est gratuite et qui regroupe de nombreuses ressources pour mener à bien un projet de rénovation énergétique, notamment en copropriété.
Alors, premièrement, vous allez y retrouver un contact dédié par territoire qui vous accompagnera notamment tout le long de votre projet et j'y reviendrai un peu plus tard. Vous allez également retrouver un centre de ressources, c'est-à-dire un ensemble de documents et outils mobilisables à chaque étape de votre projet. Vous allez retrouver notamment des actualités, des articles sur la rénovation, que ce soit les aides financières, la réglementation, euh, et également d'autres articles autour de la thématique de la rénovation énergétique, mais également au niveau environnemental. Et je vous invite fortement en fait à utiliser toutes ces ressources qui vous sont proposées gratuitement parce qu'en fait, le fait déjà d'avoir un premier niveau d'information, de connaissance sur qu'est-ce que la rénovation énergétique aujourd'hui, ça va déjà en fait vous permettre d'avoir un premier levier de protection contre la fraude. Vous allez également retrouver un retour d'expérience de copropriétés qui ont sauté le pas de la rénovation énergétique et qui sont rénovées. Aujourd'hui, en fait, on compte à peu près une centaine de rénovations performantes réalisées sur notre site de projets réalisés. Autre point qui va être important, vous allez retrouver un annuaire de professionnels et en fait c'est l'une des premières choses qui va pouvoir vous aider lorsque vous allez vouloir vous lancer notamment dans un projet de rénovation au sein de votre copropriété et que vous allez devoir en fait rechercher un professionnel qualifié et en fait, nous, on va vous inviter à à utiliser notamment notre annuaire de professionnels qui aujourd'hui compte plus de 800 professionnels affiliés qui travaillent avec nous. Vous allez en fait notamment retrouver des architectes, des bureaux d'études thermiques, des entreprises de travaux, des paysagistes, des assistances à maîtrise d'ouvrage, l'AMO, ou encore des cabinets de syndic. Comme je l'ai introduit, en fait, dans le cadre de Coach CoPro, vous allez notamment en fait avoir un contact au sein de votre ALEC qui vous aidera notamment dans la maturation de votre projet au sein de votre copropriété. Moi, par exemple, au sein de l'Agence parisienne du climat, j'ai plusieurs missions lorsque j'accompagne les copropriétés. Alors, premièrement, je vais les aider à identifier et à analyser les besoins de la copropriété, que ce soit au niveau réglementaire, savoir en fait qu'est-ce qui est le plus pertinent pour cette copropriété, si c'est de partir sur une rénovation ponctuelle ou sur une rénovation globale. Je vais également accompagner la copropriété dans la réalisation des études techniques et le choix de prestataires, notamment à travers le DTG, Diagnostic Technique Global, qui est une étude. Je vais l'aider du coup dans le choix du professionnel qui va réaliser l'étude, qui va réaliser le DTG. Je vais également participer aux différentes réunions dans le cadre du DTG. Je vais également aider dans la lecture et les commentaires sur les rendus. Et je vais également être là pour aider la copropriété à savoir quel est le scénario le plus pertinent. Euh, je vais également l'aider sur la suite à donner au projet. Je vais informer la copropriété sur les différentes possibilités qu'elle a à la suite de ce DTG, à la suite de cette étude, et je vais également en fait lui proposer une intégration au dispositif public de la ville de Paris, Éco-Rénovons Paris Plus. Alors, il faut savoir en fait qu'Éco-Rénovons Paris Plus, c'est un dispositif qui a été lancé par la ville de Paris en 2022, dont l'objectif est en fait d'aider et d'accompagner les copropriétés qui ont un projet de rénovation énergétique global et assez ambitieux. Et en fait, ce dispositif va permettre à la copropriété, à votre copropriété, de bénéficier d'une AMO, d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui en fait aura pour rôle notamment de vous aider au niveau de l'animation du projet. Elle va également vous aider dans le cadre d'un appui technique, c'est-à-dire sur le conseil, sur le choix des professionnels, les orientations du projet, mais aussi c'est elle qui va vérifier avec vous la conformité des devis par rapport aux exigences des financeurs aujourd'hui qui sont l'ANA et la Ville de Paris pour les aides locales. Et donc, en fait, en copropriété, de la phase étude à la phase conception et également à la phase travaux, vous allez, en tant que copropriété, toujours être accompagné.
ce qui en fait permet de mener à bien votre projet, mais aussi ce qui permet d'avoir également un gage de qualité sur l'émission. Comme je l'ai dit précédemment, on est un espace France Rénov et ça veut dire qu'on conseille également au niveau individuel. On a un acteur qui peut vous conseiller au niveau de vos travaux au sein de votre logement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vous guider vers quel est le meilleur parcours pour vous au niveau de MaPrimeRénov'. On va voir en fait si vous êtes éligible, si votre projet est éligible et si également vous avez, enfin, quelle aide financière sera également mobilisable pour votre foyer selon vos ressources. On va également vous orienter vers les bons professionnels. Notamment aujourd'hui, si vous souhaitez mobiliser MaPrimeRénov' au niveau individuel, il faudra faire appel, et au niveau également de la copropriété, il faudra faire appel à une entreprise reconnue garant de l'environnement, une entreprise RGE. À noter également que aucun devis ne doit être signé avant d'avoir l'accord de l'ANA. C'est également un point important. Selon votre parcours, on va peut-être également vous renvoyer vers l'annuaire des accompagnateurs Rénov et on va également vous rappeler les différentes missions de chaque partie. C'est important en fait en amont en fait de vous lancer dans votre projet de savoir en fait par exemple quelles sont les missions d'un accompagnateur Rénov. Et pour finir, on va également vous conseiller au niveau technique. On peut en fait vous aider dans la relecture des devis de travaux. On peut également vous aider dans l'élaboration du projet, voir en fait quelle installation est la plus pertinente, la plus adaptée pour votre logement, selon par exemple la surface. Et on peut également vous conseiller sur les matériaux, selon par exemple l'année de votre logement, l'année de l'immeuble. Tout ça est à prendre en compte. Et donc, pour conclure, il ne faut pas hésiter, nous, à nous solliciter en tant qu'espace France Rénov', que ce soit en fait au niveau individuel ou au niveau de la copropriété. On est là aujourd'hui pour vous conseiller afin de mener à bien votre projet. On offre un service qui est gratuit, neutre et indépendant. Et donc, en fait, si vous souhaitez être accompagné au niveau de la copropriété, ça passera premièrement par Coach CoPro, par une inscription sur Coach CoPro si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez être accompagné au niveau individuel, il faudra en fait nous contacter via notre formulaire de contact que vous pouvez retrouver sur notre site. Voilà. Ça, je vais maintenant laisser la parole à Madame Baumgart. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je vais juste couper mon partage pour vous laisser partager. Alors, hop, voilà. C'est bon pour le partage? Oui. C'est bon, super. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Émilie Baumgart, je suis adjointe à la chef du bureau logement immobilier, bâtiments et travaux publics à la DGCCRF, donc Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Donc, c'est un bureau donc d'administration centrale et en cette qualité, parmi les nombreux secteurs d'activité que nous couvrons au sein du bureau figure la rénovation énergétique qui nous occupe beaucoup étant donné le niveau assez élevé, même plutôt élevé de fraude dans ce secteur d'activité. Sur lequel nous menons des enquêtes de manière pluriannuelle et ce depuis pratiquement une dizaine d'années avec des axes de contrôle différents d'une année sur l'autre, mais qui permettent en fait d'avoir une large couverture du territoire, y compris les Outre-mer, avec environ 900 établissements qui sont visités chaque année. Voilà. Alors, dans ma présentation, je vais tout d'abord vous représenter le secteur de la rénovation énergétique, les pratiques irrégulières que nous relevons régulièrement sur ce secteur d'activité et donc les risques que nous identifions tout au long du parcours travaux, hein, c'est-à-dire depuis la phase amont
lors de la prise de contact, parce que c'est surtout là que se situe la majorité des problèmes que nous identifions, jusqu'à la réception des travaux. Les actions que nous menons au niveau de la DGCCRF et les suites que nous donnons aux différents manquements et infractions que nous pouvons relever dans le cadre de nos contrôles. Et je finirai sur une note positive, puisque comme les travaux de rénovation énergétique constituent une démarche extrêmement importante pour voilà, avoir baisser sa consommation énergétique et notamment ses factures d'énergie, il y a toute une série de réflexes, de bons gestes à adopter lorsqu'on souhaite initier des travaux de rénovation énergétique, essayer de déjouer les pièges qui peuvent être tendus par les opérateurs peu scrupuleux et mal intentionnés. Et donc, je vous donnerai voilà, quelques petits conseils à avoir pour réaliser des travaux en toute sérénité. Alors, le secteur des travaux de rénovation énergétique. Donc, ce secteur d'activité donc, concerne à la fois les équipements qui peuvent être posés au sein de votre logement, donc par exemple des panneaux photovoltaïques ou encore une pompe à chaleur, ou des travaux qui vont viser à baisser la consommation énergétique du logement. Donc, par exemple, des travaux d'isolation des combles ou d'isolation thermique par l'extérieur. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Cette définition, en fait, elle est issue de la loi qui interdit le démarchage téléphonique pour le secteur de la rénovation énergétique, donc la loi Negelen. Vous le savez peut-être, je le rappelle pour mémoire, le démarchage téléphonique est interdit dans ce secteur d'activité. C'est un des rares pour lequel le démarchage téléphonique est interdit aux côtés du CPF, donc du compte formation, et ce, en raison du nombre important d'appels frauduleux qui sont recensés. Donc, c'est à l'occasion de cette loi qu'on a défini ce qu'était le champ des travaux de rénovation énergétique. Donc, on sait que c'est une démarche qui nécessite un investissement financier important de la part des consommateurs, avec un reste à charge qui peut quand même être conséquent malgré tout le dispositif d'aide qui a été mis en place par les pouvoirs publics. Et le levier important est que ça permet de réaliser des économies d'énergie. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant pour le consommateur et pour le climat. Donc c'est un secteur qui est en forte croissance depuis plusieurs années et qui constitue l'un des axes prioritaires du gouvernement, hein, avec le plan climat. Et il s'agit d'un levier essentiel et je dirais même déterminant en faveur de la transition écologique, étant donné aux côtés des transports, il constitue vraiment les deux leviers qui permettent d'agir vraiment de manière positive sur le climat. D'où la mise en place de un panel d'aides qui permet donc de minorer, on va dire, le reste à charge pour le consommateur. Donc, ces dispositifs d'aide sont multiples, hein. Il y a MaPrimeRénov', bien sûr, le plus connu, les certificats d'économie d'énergie, des aides locales, des collectivités locales qui peuvent venir abonder ces aides, l'éco-PTZ, le taux de TVA réduit. Et c'est vrai que tout ce système d'aide peut être parfois perçu comme complexe pour le consommateur lorsqu'il veut se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, raison pour laquelle le premier réflexe à avoir, et j'en reparlerai tout à l'heure, c'est d'aller voir un conseiller France Rénov' qui va permettre en fait d'aiguiller le consommateur et de bien l'informer sur l'ensemble des aides qui pourront être mobilisées en fonction de son profil, notamment fiscal. Je vous le disais, c'est un secteur dans lequel il y a énormément de pratiques frauduleuses, de pratiques irrégulières. Et voici un exemple. Pour l'année 2024, plus de 27 000 signalements ont été recensés sur la plateforme Signal Conso. Donc, pour rappel, la plateforme Signal Conso, c'est donc une plateforme qui a été mise en place qui permet aux consommateurs de déposer des signalements dans tous les secteurs économiques, hein. Bon, là, on parle de la rénovation énergétique, mais vous pourrez trouver tous les secteurs de l'économie. Donc, selon le type de signalement que vous avez à formuler, vous trouverez forcément une catégorie idoine. Donc, il y a
plusieurs objectifs à cette plateforme. Donc déjà, c'est un formidable outil de ciblage pour nos enquêteurs à la CCRF, puisque lorsqu'on veut réaliser des investigations et qu'on veut essayer de cibler les opérateurs qui génèrent le plus de préjudice économique au détriment du consommateur, on va regarder le nombre de signalements et on va d'abord lancer nos enquêtes sur les opérateurs qui cumulent le plus de plaintes et de signalements. Il y a également un autre objectif à Signal Conso, c'est de permettre aux professionnels donc, qui a été l'objet d'un signalement de répondre aux consommateurs, voilà, s'ils le souhaitent, ce qui permet donc de permettre potentiellement, et on l'espère, un règlement du litige. Voilà, donc, et la DGCCRF n'intervient pas dans ce litige, mais elle va voir les échanges qui vont être effectués entre le professionnel et le consommateur. Et par conséquent, si jamais le litige n'est pas réglé, ça pourra voilà, faire l'objet d'une enquête de notre part si on estime que l'enjeu le nécessite. Alors, la structure du marché de la rénovation énergétique, il est un peu particulier. Il y a beaucoup d'entreprises de petite taille avec assez peu de salariés et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, avec souvent beaucoup de commerciaux et finalement assez peu d'ouvriers qui vont réaliser effectivement les travaux. Alors, là, je vais parler des opérateurs qui génèrent le plus de plaintes. Donc, ceux que je qualifierais d'éco-délinquants, ce sont souvent des microstructures qui vont avoir une durée de vie particulièrement courte. Donc, ce sont des structures éphémères qui vont, on va dire, agir durant, on va dire, 12 à 18, 24 mois au grand maximum. Et lorsque les plaintes vont commencer à arriver, notamment auprès de nos services, mais pas seulement, souvent elles vont disparaître. Ou alors elles vont changer de dénomination sociale, etc. Et donc euh, réapparaître ailleurs pour recommencer leur activité. Donc on a des sièges sociaux qui peuvent souvent changer régulièrement de département, de région, ce qui complexifie en fait nous nos investigations, hein, parce que nous sommes organisés sur une base territoriale et notamment départementale, ce qui en fait permet aux enquêteurs d'agir, mais dans le ressort territorial de leur département. Donc, c'est-à-dire que s'agissant du département de Paris, par exemple, la DDPP de Paris, avec le service CCRF qui en fait partie, ne peut intervenir que sur les opérateurs qui ont leur siège social à Paris. Si jamais il y a des manœuvres frauduleuses qui sont effectuées auprès de consommateurs parisiens, mais qui relèvent d'une société, par exemple du 94 ou même, je ne sais pas moi, du département 29, par exemple, hein, breton, ça sera dans ce cas la DDPP de ce département qui prendra le relais. Alors, bien sûr, des échanges d'informations, etc., transmission des plaintes, etc. Tout ça pour vous dire que ces schémas-là visent vraiment à déjouer les contrôles et à les complexifier. Nous avons également constaté que ces sociétés opèrent, donc les frauduleuses, avec des donneurs d'ordre qui sont souvent situés à l'étranger dans certains pays, notamment en particulier Israël, et avec des centres d'appel lorsqu'il y a des pratiques de démarchage téléphonique illicite qui sont souvent situés au Maghreb. Donc, on a toute une série d'acteurs qui vont travailler sur donc cette nébuleuse en fait d'opérateurs et qui chacun vont permettre de collecter de la donnée sur des prospects consommateurs potentiellement intéressés par des travaux et qui vont les revendre pour justement générer du chiffre d'affaires rapidement au profit donc de ces sociétés peu scrupuleuses.
Donc, on a notamment tout un système qui repose sur l'achat de ce que nous, on appelle les leads. Donc, les leads, ce sont des numéros de téléphone de consommateurs, pour expliquer ça simplement, hein, qui sont intéressés, qui ont manifesté leur intérêt pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, ou parfois même pas. Ils ont juste manifesté leur intérêt pour être renseignés sur les aides dont ils pourraient avoir besoin pour réaliser des travaux. Ils ne sont pas forcément dans une démarche déjà de réalisation des travaux, ils sont dans une démarche plutôt de renseignement, d'information, et ils vont aller sur Internet, hein, comme beaucoup d'entre nous faisons, parce que c'est un peu le réflexe quand on veut chercher des informations. Ils vont taper dans Google, dans un moteur de recherche, aide rénovation énergétique. Ils vont tomber sur des sites et notamment des simulateurs d'aide. Ils vont remplir, pensant parfois même être sur des sites gouvernementaux alors que ce n'est pas le cas. Ils vont laisser leurs coordonnées parce que souvent, pour avoir les renseignements, les informations, ils sont obligés de laisser leur numéro de téléphone, leur adresse, etc. Parfois même, on leur demande leur numéro fiscal, ce qu'il faut surtout jamais faire. Et ils sont enregistrés comme ils ont un lead, c'est-à-dire un consommateur potentiellement intéressé et qui est donc intéressant, qui a une valeur en fait financière pour ces sociétés, et les coordonnées vont être vendues à grande échelle auprès de nombreux opérateurs, et c'est comme ça que parfois après vous vous rendez compte quelques jours, pendant quelques semaines et parfois même quelques mois, vous êtes démarché parfois plusieurs fois par jour par téléphone, parce que en fait vos coordonnées ont été revendues à des sociétés. Alors, les pratiques irrégulières que nous relevons de manière récurrente dans le cadre de nos enquêtes. Alors, je vous ai donné le chiffre de nos résultats de contrôle pour l'année 2024. Donc, on a contrôlé 983 établissements. Donc, vraiment, on va contrôler tous les acteurs de la chaîne, hein. Donc, les entreprises de bâtiment qui réalisent des travaux, bien sûr, mais pas que, hein. On va aller voir les démarcheurs, les sous-traitants, les établissements de crédit, puisque ceux-là interviennent également pour financer le reste à charge, etc. Donc, ce qu'on relève assez régulièrement, ce sont des informations précontractuelles lacunaires ou trompeuses. Donc, c'est-à-dire que le consommateur va bénéficier d'un certain nombre d'informations en amont, donc, de la signature du contrat, et celles-ci vont être soit erronées, soit volontairement floues, pour en fait ne pas trop engager la société sur les résultats escomptés en termes d'économie d'énergie. Et ce discours va uniquement viser à emporter la conviction du consommateur, à lui faire signer un bon de commande sur la base en fait d'éléments qui ne seront pas forcément suffisants pour que le consommateur ait un avis éclairé, suffisamment éclairé pour prendre sa décision en toute connaissance de cause. On a également des manquements à la réglementation propre aux foires et salons. Donc, il y a toute une série de foires et salons, hein, sur l'ensemble du territoire, qui sont organisés chaque année. Et pour rappel, il n'existe pas de délai de rétractation pour les contrats qui sont conclus sur les foires et salons. Et la réglementation impose que cette information sur l'absence de délai de rétractation soit bien affichée sur le stand tenu par le professionnel, justement pour le rappeler au consommateur, et que celui-ci, s'il s'engage sur la foire ou sur le salon, soit bien conscient qu'il ne pourra pas revenir en arrière, que c'est une décision irrévocable. Donc ça, ce sont des anomalies que nous relevons régulièrement, c'est-à-dire l'information n'est pas donnée, ou alors l'opérateur, le professionnel va dire que non, non, ce n'est pas engageant, que de toute façon, il y aura un passage à son domicile pour vérifier les caractéristiques du logement, par exemple, alors qu'en fait, si le contrat a été signé et le consommateur ne va pas pouvoir revenir en arrière. Des manquements également aux règles spécifiques à la vente hors établissement commercial. Donc ça, c'est le terme juridique qui renvoie en fait au démarchage à domicile, hein, de manière plus simple. Donc, par exemple, il y a toute une série
d'obligations à respecter lorsqu'on démarche à domicile un consommateur et que ce démarchage aboutit à la signature d'un contrat pour la vente d'un bien ou d'un service. Déjà, il y a la présence d'un bordereau de rétractation, puisque le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation. Et parfois, malheureusement, ce bordereau est absent ou alors le professionnel ne fait pas droit à ce droit de rétractation. Il y a l'absence de prise de contrepartie sous une semaine, c'est-à-dire que si jamais le consommateur signe un contrat à la suite d'un démarchage à domicile et qu'il donne un chèque d'acompte, par exemple, celui-ci ne peut pas être encaissé avant une semaine. Voilà, donc il y a toute une série, je vous ai donné deux exemples hein, de règles. Après, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que c'est très juridique, mais c'est celles-ci qui sont les plus connues et qui sont souvent les moins bien respectées. Le, on va dire le plus gros hein, des anomalies que nous allons relever, ce sont des pratiques commerciales trompeuses et ou agressives. Donc, nous, on qualifie de pratiques commerciales déloyales. Alors, parmi les exemples que je peux vous citer, c'est l'utilisation de dénominations sociales proches de celles d'organismes d'État. Donc, on va retrouver par exemple des dénominations comme bureau départemental des aides à la rénovation énergétique ou agence départementale. Vous voyez, ce genre de choses qui en fait va faire penser aux consommateurs que de par cette consonance proche des organismes étatiques, eh bien, cette société a un lien avec, par exemple, le département ou la commune. Et donc, cela vise à rassurer le consommateur et à le faire signer plus rapidement un contrat. De même, on a la mise en avant de partenariats fictifs avec des organismes d'État, hein, comme l'ADEME, l'ANA, etc., ou alors des grands énergéticiens comme EDF, Engie, etc. Encore une fois, cela vise à rassurer le consommateur et à le mettre en confiance, en fait, avec le professionnel qui vient le démarcher. La mise en avant de la mention RGE, donc reconnue garant de l'environnement, qui n'est pas détenue par, dans les faits par le professionnel, ou alors qui ne l'est plus, hein, parce qu'il peut l'avoir perdu entre deux pour toute une série d'irrégularités, ou alors il peut avoir le RGE, mais pas pour la bonne catégorie de travaux. Il y a la mise en avant souvent d'argumentaires de vente mensongers, donc on va mettre en avant le fait que grâce à la pose de panneaux photovoltaïques, le consommateur n'aura plus de facture d'énergie à s'acquitter, ce qui est complètement impossible, hein. Il y aura toujours enfin, la fin des factures d'énergie, ce n'est pas possible. Si vous entendez ce genre d'argument, il ne faut surtout pas donner suite parce que c'est complètement faux. Ou alors, on a également des opérateurs qui passent voir les consommateurs à leur domicile ou qui les démarchent par téléphone en leur indiquant qu'ils sont de passage dans la commune et qu'il y a des démarches prétendument obligatoires de vérification comment dire, de la performance énergétique du logement qui doit être réalisée avec des travaux par la suite qui vont être présentés comme étant obligatoires, etc. Donc, voilà, il y a toute une série de faux arguments qui visent uniquement à emporter la conviction du consommateur et qui, derrière, en fait, vont conduire à la signature de travaux qui ne vont pas forcément être utiles pour réaliser véritablement des économies d'énergie. On a également le non-respect des règles applicables au crédit affecté. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a parfois des restes à charge non négligeables, notamment dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation globale avec tout un bouquet de travaux et qui donc rendent l'opération un peu coûteuse, hein. Donc, il y a signature d'un crédit pour financer ce reste à charge. Et on a donc des situations où le consommateur parfois va même pas être conscient de signer un crédit puisque l'opérateur, enfin le professionnel ne va pas lui en parler. Il va par exemple dire que c'est une opération blanche, que
euh, que ce n'est pas engageant, qu'il va passer devant une commission d'éligibilité et que c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra véritablement s'engager. Donc, il peut signer sans crainte. Voilà, on présente ça comme une étude de faisabilité sans engagement. Donc, voilà, il y a toute une série aussi de manœuvres euh, effectuées par le professionnel qui font que parfois, malheureusement, le consommateur se rend compte qu'il a signé un crédit lorsque la première échéance va être prélevée sur son compte. Et là, malheureusement, c'est trop tard pour effectuer. Voilà, le délai de rétractation est passé. On a également des cas de recours à la sous-traitance de professionnels qui ne disposent pas du label RGE sans que le consommateur n'en ait été préalablement informé. Donc, le consommateur va contractualiser avec la société X. La société X va sous-traiter à la société Y qui parfois même va sous-traiter à la société Z. Et tout ce cheminement-là, ces démarches-là qui sont opérées par le professionnel, le consommateur n'en a parfois même pas connaissance. Donc, il va avoir des ouvriers qui vont arriver à son domicile pour faire les travaux et il pense de bonne foi que ce sont des ouvriers de la société X, alors que pas du tout. Alors, déjà, là, il y a un problème en termes d'information loyale du consommateur, mais cela pose encore plus problème lorsque le professionnel qui va réaliser effectivement les travaux ne dispose pas du label RGE, parce que pour bénéficier des aides, il faut que ce soit le professionnel qui dispose du RGE qui réalise effectivement les travaux. Donc là, il y a le risque que le consommateur ne touche pas les aides escomptées. Je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure. Il y a du démarchage téléphonique illicite qui persiste. Je pense que, comme moi, vous en avez déjà été la victime. Donc, le démarchage téléphonique est interdit dans le secteur de la rénovation énergétique, sauf, je le précise, contrat en cours avec le professionnel. Euh, et malgré cette interdiction, ces pratiques persistent. Donc, on a eu récemment une loi qui a été votée, donc la loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, et qui renforce encore comment dire, la lutte contre ce démarchage téléphonique illicite. Et nous, à la DGCCRF, c'est quelque chose sur lequel on est fortement mobilisé parce qu'on sait que c'est l'un des vecteurs les plus courants de captation des consommateurs. Et je peux vous dire que lorsque vous êtes démarché par téléphone pour des travaux de rénovation énergétique, dans 99,9% des cas, ce sont des opérateurs frauduleux. Donc, il ne faut pas donner suite. Puisque les opérateurs vertueux, eux, déjà, premièrement, n'ont pas besoin du démarchage téléphonique. Hein, ils ont leur carnet d'adresse qui est suffisamment rempli. Et ils savent que le démarchage téléphonique est interdit. Donc, ils n'y ont pas recours. Donc, l'objectif de ces professionnels, c'est souvent d'obtenir le numéro fiscal. Alors, parfois pour monter des dossiers fictifs, c'est-à-dire que si vous donnez votre numéro fiscal et malheureusement certains consommateurs le donnent parce qu'il y a des discours qui sont bien rodés, bien ficelés au téléphone et qui emportent leurs convictions. Et on se retrouve parfois avec des dossiers fictifs donc, qui sont déposés en lieu et place des consommateurs. Et lorsque ces derniers veulent, à un moment donné, 6 mois, un an ou quelques années après, déposer un dossier auprès de l'ANA, ben, ils se rendent malheureusement compte qu'ils ne peuvent plus parce qu'il y a déjà eu un dossier qui a été déposé en leur nom. Et on a également du démarchage par Internet. Je vous en ai parlé tout à l'heure, notamment avec les simulateurs d'éligibilité en ligne qui permettent de collecter des données personnelles et également des courriels frauduleux, des SMS aussi. Pour votre information, la loi contre toutes les fraudes aux aides publiques enfin, une des dispositions de cette loi est l'interdiction de tout démarchage par SMS et par réseaux sociaux de consommateurs pour des travaux de rénovation énergétique. Donc, on a élargi en fait le champ de l'interdiction pour protéger encore plus le consommateur de toute sollicitation indésirable. Alors, quels risques représentent les différentes pratiques que je viens de vous exposer pour le consommateur? Donc,
Premièrement, c'est l'exposition à des difficultés financières, voire à un surendettement, parce que je vous ai parlé notamment des crédits qui vont être souscrits, alors que bien évidemment, il n'y aura pas eu de vérification de la soutenabilité financière de l'opération et de la soutenabilité financière du foyer. Hein. Alors, donc, on se retrouve avec des personnes qui sont engagées sur 15 ou 20 ans à rembourser un crédit, parfois des personnes âgées de 80 ans, alors que normalement, le crédit n'aurait pas dû être accordé. Et cela peut donc mettre en grande difficulté les ménages. On a des prestations de travaux qui sont inachevées, parfois qui ne sont même pas démarrées d'ailleurs. Hein. L'opérateur ne passe pas au domicile et n'engage pas les travaux, et également des malfaçons. Alors je précise que la DGCCRF n'est pas compétente pour les malfaçons qui relèvent du juge civil. Donc, en cas de malfaçon, on ne peut pas mener d'enquête en la matière. Donc, on a un engagement au long terme sur une proposition commerciale, donc non désirée, ça renvoie à mon premier point avec un crédit à rembourser. La perte d'un droit à une aide publique, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que si jamais vous vous engagez et que les travaux donc, ne sont pas faits ou ne sont pas honorés ou ne sont pas faits dans les règles de l'art, vous perdez votre droit à une aide publique, puisque vous ne pouvez pas redéposer un dossier ultérieurement pour réaliser, pour rattraper les travaux pour dire rapidement. On a également une installation donc, qui va être dysfonctionnelle. Pas d'économie d'énergie escomptée, parfois un dispositif de chauffage qui ne va pas fonctionner. On se retrouve régulièrement avec des plaintes de consommateurs qui font état en plein hiver de températures glaciales au sein de leur domicile, et avec bien évidemment un opérateur qui ne répond plus au téléphone puisqu'on a un service après-vente qui est complètement inexistant. Et parfois même, on a eu le cas de travaux qui étaient même dangereux, hein, avec notamment des travaux d'isolation des combles qui ont été mal réalisés avec des départs de feu, hein, parce que ça n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art. Et bien évidemment, une perte de temps dans la programmation de travaux essentiels de l'habitat, c'est-à-dire que on casse en fait la démarche vertueuse qui est de démarrer des travaux en agissant sur plusieurs leviers. Alors d'abord l'enveloppe du logement en travaillant sur l'isolation, ensuite la pose d'un dispositif de chauffage performant, etc. Donc forcément, on casse cette dynamique, et bien évidemment, ça ne pousse pas le ménage à continuer voilà, dans cette logique de travaux de rénovation énergétique. Alors, les actions menées par la DGCCRF et les suites qui sont menées. Alors, nous, on a plusieurs types de suites. On fait des suites pédagogiques, ce qu'on appelle les avertissements. Donc là, c'est plutôt pour des petits manquements. Donc, on est face à des opérateurs de bonne foi qui ont fait voilà, des petites erreurs, des petits manquements, souvent qui relèvent plutôt d'une méconnaissance du droit ou d'une négligence légère. Donc, on va, dans une logique d'accompagnement, lui faire un avertissement donc, qui se matérialise par un courrier. On lui rappelle les règles de droit. On va refaire un nouveau contrôle. La plupart du temps, comme ce sont des opérateurs de bonne foi, ils se sont remis dans les clous. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on va mettre en place des mesures plus contraignantes. On a des suites correctives. Alors, ce qu'on appelle les suites correctives, c'est qu'on va enjoindre le professionnel de se mettre en conformité. Avec la réglementation, souvent c'est sur quelques points particuliers, et on va lui demander de le faire dans un délai que nous allons lui préciser. Souvent c'est 1 mois ou 2 mois. À l'expiration de ce délai, on va vérifier par un nouveau contrôle qui s'est bien mis en règle, et dans la négative, et ben dans ce cas-là, on peut prononcer des sanctions, déjà pour le non-respect de l'injonction, mais également pour l'infraction ou le manquement en lui-même. Les suites répressives, je ne vais pas vous cacher que ce sont les suites les plus courantes que l'on donne dans ce secteur d'activité. Donc là, on va prononcer des sanctions. Alors, elles peuvent être de 3 types. On a des amendes administratives, donc là, qui sont prononcées directement par les agences CCRF. Donc,
Typiquement, ça va être pour du non-respect de l'interdiction de démarchage téléphonique. Donc, on va prononcer des amendes en fonction du nombre de manquements, c'est-à-dire selon le volume d'appels qui aura été effectué par l'opérateur. Donc, ce sont des amendes qui sont d'un montant qui peut être non négligeable, hein. On peut, enfin, on prononce régulièrement des amendes de plusieurs centaines de milliers d'euros, hein. C'est absolument pas anecdotique. Et donc, ça vous montre bien qu'on est très mobilisé sur ce type de pratiques irrégulières et que le montant des amendes vise vraiment à être dissuasif et donc à éviter la récidive. On peut également, en cas de pratique commerciale trompeuse ou agressive, donc rédiger des procès-verbaux pénaux. Donc, ils vont en fait récapituler l'ensemble des pratiques qui ont été relevées dans le cadre de l'enquête et les transmettre au juge pour obtenir le prononcé soit d'une amende ou le prononcé même de mesures d'emprisonnement avec ou sans sursis. Donc, régulièrement, sur la base de nos enquêtes, on a des personnes qui sont donc condamnées à des amendes et à des peines d'emprisonnement avec interdiction de gérer des entreprises dans ce secteur d'activité. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je rappelle que nous ne sommes pas compétents pour relever des malfaçons. Alors, on a également développé ces dernières années la saisie pénale. Je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça permet de rendre indisponibles des biens matériels ou immatériels très rapidement, avant même le prononcé d'un jugement par le juge pénal. Parce que les mesures, en fait, les pratiques les plus dommageables pour le consommateur et pour l'économie et pour les finances de l'État également, ce sont les pratiques commerciales trompeuses agressives. Celles-ci, euh, elles vont elles vont donner lieu donc à la rédaction de procès-verbaux pénaux qui sont transmis au parquet, mais après le temps d'auditionner les personnes et de les faire passer en jugement, souvent il se passe, pas vous mentir, 1 an et demi, 2 ans avant que le jugement soit rendu. Et durant ce laps de temps, l'opérateur peut se mettre en liquidation judiciaire, disparaître et transférer les fonds, notamment à l'étranger, ce qui rend en fait beaucoup plus compliqué la mise en œuvre effective de la peine. Donc, on a développé la saisie pénale. Donc, la saisie pénale, ça permet d'immobiliser notamment des fonds dans l'attente du jugement. Donc, c'est extrêmement efficace parce que ça permet d'éviter que les fonds en fait disparaissent et cette peine en fait confiscatoire permet vraiment de couper l'herbe sous le pied des opérateurs crapuleux et en rendant en fait ces fonds indisponibles, ça les empêche de continuer en fait les manœuvres frauduleuses et c'est un système qui est extrêmement efficace puisque lorsque le prononcé du jugement est fait 1 an ou 2 ans après, il suffit en fait de récupérer les fonds sur ce qui a été gelé lors de la saisie pénale. Voilà, donc c'est applicable à la fois pour les personnes physiques, donc c'est-à-dire les gérants, hein, très concrètement, et les personnes morales, donc les entreprises. Donc, je vous ai expliqué un petit peu plus précisément en quoi ça consiste. Et voilà, donc c'est un dispositif qu'on essaye vraiment de développer ces dernières années et également sur le secteur du dépannage à domicile, hein, puisqu'on a des pratiques un peu connexes au secteur de la rénovation énergétique. Et tous les ans, on arrive à effectuer des saisies pénales pour des montants de plusieurs millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable du tout. Je vous ai donné quelques chiffres pour illustrer mes propos sur l'enquête 2024 en matière de rénovation énergétique. Donc, je vous rappelle 983 établissements contrôlés, un taux d'anomalie, comme vous voyez, d'un peu plus de la moitié. Alors, attention, je me permets de faire un
petit point de précision, ce n'est pas révélateur de l'ensemble du marché. Et fort heureusement, on a beaucoup d'opérateurs qui sont vertueux, qui travaillent très bien. Mais comme nous travaillons sur la base d'un ciblage préalable, et que le ciblage, on l'effectue notamment sur les plaintes, hein, je vous parlais tout à l'heure des 27 000 signalements qui sont enregistrés dans Signal Conso, on va aller puiser dans ce vivier pour aller faire nos contrôles, puisqu'on ne va pas contrôler au hasard, on essaie d'aller bien contrôler, et pour bien contrôler, il faut bien cibler. Donc, on va aller d'abord contrôler ceux qui ont généré des plaintes, puisqu'on a le plus de chances de repérer et de relever des pratiques irrégulières. Voilà, donc c'est par rapport à ce ciblage. Et donc, au niveau des suites données, je reprends ce que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire environ la moitié d'avertissements, 54 injonctions, donc environ 11% de suites correctives. Nous avons eu 54 PVA, donc PVA en gros ce sont des amendes qui sont prononcées par les services SRF, et 142 PVP qui correspondent donc aux infractions les plus graves, c'est-à-dire des pratiques commerciales trompeuses et ou agressives. Et nous avons réalisé 21 saisies pénales, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc, en dehors de ces suites propres aux enquêtes, nous menons également des actions, notamment en termes, enfin, sur le terrain pédagogique, pour éviter en amont que des pratiques irrégulières soient commises et pour euh, donc informer l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les consommateurs ou même les fédérations professionnelles ou les entreprises. Donc, on a le recueil de signalements auprès des consommateurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc Signal Conso, qui permet donc de faire remonter l'ensemble des signalements. Donc, moi, je vous invite fortement à enregistrer vos signalements sur Signal Conso si jamais vous êtes voilà, victime d'une pratique irrégulière ou si vous avez un litige avec un professionnel, que ce soit sur le secteur de la rénovation énergétique ou sur un autre secteur d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, il y a toute une typologie en termes de secteur d'activité. Vous avez également Réponse Conso qui est joignable par téléphone ou par courrier, qui va vous permettre de vous donner toute une série de réponses de premier niveau sur votre litige. On sensibilise également fortement donc, les associations, les professionnels. euh, dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques. Et on réalise également des contenus pédagogiques. Dernièrement, on a contribué à un module de formation Réno Réglo qui permet en fait de former les professionnels de la rénovation énergétique aux bonnes pratiques commerciales. On leur rappelle donc le droit de la consommation tout simplement applicable aux travaux de rénovation énergétique. Donc on essaye également de les accompagner par des contenus pédagogiques. Voilà. On n'est pas uniquement dans la sanction, on essaie également d'accompagner les entreprises pour qu'elles travaillent mieux, qu'elles s'améliorent en fait. Et on a des actions de communication interministérielle également, de manière, on va dire, collective avec d'autres administrations. Pour vous donner un exemple, on a fait un point presse commun avec l'ANA en septembre dernier pour rappeler donc les bons réflexes à avoir dans le secteur de la rénovation énergétique. Donc justement, ces bons gestes, quels sont-ils? Donc il y a plusieurs étapes à prendre en compte lorsqu'on veut initier des travaux de rénovation énergétique. Donc vraiment, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller prendre contact avec un conseiller France Rénov. Parce que c'est vraiment le premier maillon de la chaîne. C'est lui qui va vous orienter, qui va vous informer, qui va vous donner toute une série de conseils neutres, indépendants, objectifs. Et ça va vous permettre donc d'initier votre projet de rénovation énergétique dans les meilleures conditions possibles. Si vous partez sur des travaux ambitieux, des travaux de rénovation globale, donc l'accompagnement par un tiers de confiance, mon accompagnateur Rénov, et l'audit énergétique qui va vous permettre donc de faire un état des lieux avant d'initier ces travaux et ce qui vous permettra de voir quels sont les points sur lesquels il faut travailler et sur lesquels il faut rénover. Donc, bien sûr, partir sur des entreprises labellisées RGE, voir comment financer ces travaux et il y a également toute une série de bons réflexes à avoir au moment où on réceptionne les travaux.
Donc là, il y a un petit schéma qui, en fait, récapitule ce que je viens de vous dire. Donc, c'est les différentes étapes du parcours travaux. Et pour chaque étape, il y a des conseils qui sont donnés. Par exemple, donc ça serait bien que ce petit schéma vous soit communiqué si c'est possible. Donc, je vais pas, je vois qu'il est déjà 18 heures, donc je vais être assez rapide, mais je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, en amont, surtout ne pas répondre en cas de démarchage téléphonique. Il est interdit dans la rénovation énergétique, donc le premier réflexe, c'est de raccrocher. Ne jamais donner ses coordonnées fiscales, bancaires, personnelles, de manière générale, à un opérateur, parce qu'elles peuvent être réutilisées, et notamment de manière frauduleuse. Attention aux simulateurs en ligne, parce que, pareil, ça peut capter vos données personnelles. Donc, se faire accompagner par un tiers de confiance. Après, au niveau de la séquence financement, euh, bien faire attention de déposer sa demande d'aide avant de débuter les travaux pour bien bénéficier des aides. Signer son devis une fois qu'on a la confirmation. Après, au niveau de la réception des travaux, il faut vraiment être vigilant et ne pas signer le PV de réception si on a des réserves, parce que le PV de réception des travaux, c'est ce qui est transmis à la banque et ce qui va permettre de libérer les fonds. Donc, une fois que les fonds sont libérés, ça veut dire que la mécanique de remboursement du crédit va se mettre en marche. Et là, c'est extrêmement compliqué de l'arrêter. Voilà. Donc là, c'est quelques points de vigilance à avoir durant tout le parcours travaux. Et je vous ai donné également quelques clés, notamment si vous vous retrouvez face à un litige. Donc, il faut saisir le médiateur de la consommation en première intention. Donc, vous trouvez ses coordonnées dans les conditions générales qui sont adossées à votre contrat ou sur le site internet si le professionnel en possède un. Vous pouvez également joindre Réponse Conso, j'en ai parlé tout à l'heure, déposer un signalement sur Signal Conso. Vous pouvez voir également avec votre assureur habitation parce que parfois il y a un conseil juridique gratuit qui est prévu dans votre contrat, donc il ne faut pas hésiter à en faire usage. Vous pouvez également, si en cas d'escroquerie, voire parfois d'agression physique, parce que ce n'est pas rare malheureusement sur le secteur d'activité, lorsque notamment les personnes veulent faire usage de leur droit de rétractation, on a des remontées de manœuvres d'intimidation par les professionnels, y compris à domicile. Il ne faut pas hésiter à déposer plainte auprès de la gendarmerie ou de la police et à défaut de règlement amiable, de soumettre le litige aux tribunaux civils afin de demander réparation. J'ai eu enfin, je vous donne quelques exemples de cas concrets qu'on a eus. Donc, ce sont des cas qui se sont réellement produits, hein, pour lesquels on a enquêté. Donc, une personne âgée de 80 ans qui avait déjà fait une rénovation récente et qui s'est retrouvée engagée pour un crédit à la consommation d'un montant de 90 000 euros. Donc, vous imaginez, donc une personne âgée. L'installation d'un équipement, donc d'une pompe à chaleur d'un montant de 22 000 euros. Et là, on a réussi parce qu'il s'agissait d'une personne en plus qui était sous tutelle, donc fragile, hein, à bloquer les chèques qui avaient été déposés par l'opérateur frauduleux, ce qui a permis donc d'éviter quand même une mise en situation très très difficile pour cette personne. Voilà, je pense que j'ai utilisé le temps qui m'était imparti et je suis bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Je vous Alors, on vous remercie de votre remercie pour attention. votre présentation. On va donc pouvoir passer maintenant au temps de questions-réponses. Alors, j'ai noté les premières questions sur le chat. Faites-vous également des vérifications de syndics parfois frauduleux et sinon, où s'adresser? Et on Alors, avait... les syndics, ça ne relève pas de mon portefeuille. Par contre, ça relève des attributions de mon bureau parce qu'effectivement, un autre pôle au sein de mon bureau qui s'occupe notamment des syndics. Donc, vous pouvez effectivement, en cas de difficulté, déposer un signalement sur Signal Conso et prendre la tâche de la DDPP du siège social du syndic.
si vous avez donc un litige ou si vous avez des pratiques irrégulières à signaler. Hum, Pour les malfaçons, que faire? Alors, pour les malfaçons, donc, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas compétents parce on n'a pas de compétences techniques hein, en la matière. Le mieux, c'est d'aller déposer plainte auprès de la gendarmerie ou de la police nationale, d'en faire mention à l'organisme de qualification qui a délivré le label RGE. Donc, il y en a plusieurs, ils sont quatre. Il y a Calibat, Quali-TNR, Quali-FELEC et Quali-PV. Donc, Quali-PV, là, c'est uniquement pour les panneaux photovoltaïques. Qualibat, c'est le plus généraliste, c'est le plus courant aussi. Donc, vous allez voir quel est l'organisme de qualification qui a délivré le label RGE et vous prenez contact avec lui parce que, en fait, l'organisme de qualification, il a une obligation de réaliser des contrôles de chantier pour vérifier que l'entreprise qui détient le label RGE répond bien toujours aux obligations en fait et notamment aux exigences du référentiel propre au label RGE. Et dans ce référentiel, il y a la réalisation de travaux dans les règles de l'art. Et eux, en fait, peuvent envoyer des bureaux qui vont aller, type Bureau Veritas, qui vont aller vérifier les travaux sous réserve de l'accord du consommateur, bien sûr, hein, préalable. Donc, c'est aussi un bon réflexe à avoir pour que des suites soient données par l'organisme de qualification auprès de la société. Et n'hésitez pas également enfin, à en faire mention auprès de l'ANA, parce que c'est pareil, l'ANA pourra éventuellement bloquer ou mettre sous surveillance l'opérateur pour les futurs chantiers et les futurs dossiers qui seront déposés. Parce que je ne vous ai pas parlé d'un point, parce que c'était un petit peu, on va dire, pas hors sujet, mais on n'était pas vraiment dans le thème exact, mais nous échangeons énormément entre administrations. Donc DGCCRF, Gendarmerie nationale, ANA, Pôle national des C2E, on échange beaucoup. On a même une réunion hebdomadaire sur le sujet dans lequel on travaille, on échange sur nos signalements. Donc, s'il y a un signalement qui est fait, par exemple à la DGCRF ou à l'ANA, et qu'il y a des éléments dans ce signalement qui relèvent des attributions d'une autre administration, on se le transmet. Comme ça, chacun travaille sur son volet, en fait. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à faire des signalements et à faire des remontées. On avait une autre question également. Que faire si une copro voisine impose un empiètement onéreux avec un gain énergétique minimal d'environ 5%? Alors, ça, c'est une question technique, je Oui, personne ne peut répondre. enfin, je pense qu'il y a également différentes possibilités, dont notamment l'accord à l'amiable. Il faut savoir que nous, à l'APC, comme j'ai dit en introduction, on a régulièrement des webinaires dont sur la thématique de l'empiètement que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou sinon en septembre, on va normalement avoir également un webinaire sur l'empiètement avec notamment l'AFNAIM. Donc avoir un avis également juridique dessus. On avait une autre question. Si c'est un syndic et son prestataire qui émettent des arguments fallacieux et mensongers, à qui s'adresser pour le signaler? Alors, qui donnerait des... J'ai pas Le entendu le début de la... syndic et son prestataire, donc j'imagine que c'est le professionnel. Donc, c'est le syndic qui donnerait des informations erronées ou... Ouais, C'est ça? ouais, si c'est un syndic et son prestataire, donc j'imagine que le syndic et le prestataire émettent des arguments fallacieux et mensongers. Donc les Donc, il deux. serait de mèche, si C'est ça. je Ouais, comprends moi, de ce bien. que je comprends aussi. Oui. Euh, alors, par rapport au syndic, encore une fois, ce sont des signalements enfin, que vous pouvez porter à notre connaissance et faire un signalement à signal conso et éventuellement, encore une fois, la DDPP du siège social du syndic et ou de l'opérateur en question. Une autre question. Les entreprises qui ne sont pas signalées continuent-elles d'être suivies par la DGCCRF, même après leur éventuel correctif ou mise en conformité? Alors, non signalé.
Alors, je ne comprends pas tout dans la question parce que euh, je vais répondre en deux temps. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un vivier de signalement extrêmement important. Donc, sur ce secteur d'activité, c'est pas le vrai pour tous les secteurs d'activité, mais en tout cas pour celui-ci, on intervient uniquement sur plainte, signalement, enfin, dans notre ciblage, parce qu'on a, on va dire, un vivier suffisamment copieux. Donc, les entreprises qui ne sont pas signalées, la plupart du temps, on ne va pas forcément aller les voir. Alors, ça peut arriver parfois hein, sur certains territoires parce que on a quand même beaucoup de sièges sociaux d'opérateurs crapuleux qui sont situés dans les zones urbaines, notamment en Île-de-France, hein, beaucoup dans le 93, 92, 94, 75. Et comme nous avons une compétence territoriale et que, on va dire, 80 à 90% des départements français participent à notre enquête sur la rénovation énergétique, certains doivent sur certains territoires, aller voir des opérateurs qui ne sont pas signalés. Donc, ça peut arriver. Mais en tout cas, pour ceux qui sont signalés, qui ont fait l'objet ou non, qui ont fait l'objet d'un contrôle, et pour lequel il y a eu un nouveau contrôle et qui sont rentrés dans les clous, on ne va pas forcément aller les revoir tout de suite. Parce que dans ce secteur d'activité, il y a tellement de plaintes et de signalements qu'on va d'abord aller voir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ceux qui génèrent le plus de plaintes et de signalements, par souci d'efficacité, on va dire, parce que ce sont ceux qui causent le plus grand dommage et il faut les stopper le plus vite possible. Donc on va d'abord aller voir ceux-là avant d'aller refaire un contrôle pour des opérateurs dont on sait qu'ils se sont remis dans les clous. Sauf nouveau signalement, bien évidemment, hein. Si jamais ils se sont mis dans les clous, mais qu'un an après, on se rend compte que finalement, ils ont à nouveau des dérives, là, dans ce cas-là, on peut y retourner, effectivement. Il y avait une question assez similaire à votre réponse. Suivez-vous une entreprise qui s'est mise en conformité et combien de temps après, ou bien le dossier est-il classé? Parmesan Catel. Alors, ça dépend du plan de charge de la DDPP, donc il y a pas, c'est pas une science exacte, mais la plupart du temps, ils y retournent sous 6 à 12 mois. Je ne sais pas si c'était une question, Madame Armel. Les devis semblent être parfois gonflés en tenant compte que la copropriété peut demander des aides financières. Alors ça, Oui, les prix sont libres. Les prix sont libres, donc en fait, on ne peut pas, on ne peut pas, comment dire, donner des suites à des prix qu'on considérerait comme disproportionnés, hein. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a pu être relevé, c'est-à-dire, de toute façon, c'est pas propre à la rénovation énergétique, hein, dès qu'il y a des dispositifs d'aide publique mis en place, quel que soit le secteur d'activité ce n'est pas rare de voir des prix un peu, enfin, qui partent un peu à la hausse. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille notamment en ce moment sur certains types de travaux. et peut-être en complément, c'est vrai que nous, dans le cadre de nos missions en tant que chargé de mission copropriété, dans le cadre du DTG, lorsqu'on le relit les rapports et notamment les scénarios, ce sont des éléments, nous aussi, on peut faire des commentaires aux professionnels si on voit en fait que les prix sont un peu trop onéreux. Et c'est vrai également en fait que les professionnels préfèrent mettre des montants un peu plus onéreux afin notamment de prendre en compte l'inflation lorsque les travaux seront votés en AG. Voilà. Oui, je suppose que sur les copropriétés, par rapport à un consommateur, on est plus sur du temps long parce qu'il y a des étapes, C'est vote, ça. etc. Donc, le délai entre la signature du contrat et on va dire la réalisation effective des travaux est beaucoup plus longue que pour un consommateur qui va faire la même démarche une maison individuelle, par exemple. Et c'est vrai que, alors, c'est peut-être un peu moins vrai sur ces derniers mois, mais si on regarde depuis la période post-Covid, il y a eu des fortes hausses sur les prix des matériaux de construction. Et du coup, je pense que les opérateurs anticipaient en fait des hausses à venir et l'intégraient dans leur prix pour éviter de se retrouver finalement déficitaire hein, au moment de la réalisation effective des travaux. Il y a également une autre question. Signal conso est pour Paris 75 uniquement ou l'ensemble de la région parisienne? Ah non, Signal Conso, c'est pour toute la France.
y compris l'outre-mer. C'est vraiment une plateforme France entière. Les questions sur les syndics reviennent encore. À qui dénoncer les abus d'un syndic? Alors ça dépend ce qu'on appelle par abus, hein, parce qu'il y a des choses qui vont relever de la compétence CCRF, d'autres pas. Donc, dans ce cas, moi, je vous dis, le premier réflexe, c'est signal conso, éventuellement transmettre à la DDPP compétente, encore une fois, et elle verra, mais il faut bien expliciter, hein, faut pas dire, voilà, et elle a des pratiques frauduleuses, oui, mais lesquelles? Faut expliciter, bien les décrire, comme ça nous permettra en fait aux agents CCRF de voir si déjà effectivement ce sont des pratiques irrégulières, de les qualifier et de voir si voilà, on est compétent, on est habilité pour donner des suites et pour enquêter. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, on explique toujours, on donne une porte de sortie, hein, à la personne, au plaignant ou au signalant, quelles sont en fait les suites qui peuvent être données de son côté. On a une dernière question de monsieur ou madame Roussel. Un dossier largement sous-facturé, 35 à 50% afin d'obtenir l'aide de l'ANA. S'il est accepté, l'ensemble des copropriétaires seront lourdement engagés. Je pense que c'est plus une question pour nous du côté APC. Il faudrait voir en fait ça avec notamment votre conseiller à l'APC. Parce que j'ai du mal à comprendre comment un dossier. Peut-être que vous parlez des scénarios de travaux et de l'ingénierie financière, mais en fait, comme j'ai dit, ce sont des éléments en fait nous qu'on regarde également afin de voir si ça correspond à peu près au prix du marché ou si vous êtes dans une autre phase, la phase conception, ça va être également le rôle de toute façon de l'AMO. Il faut bien en fait séparer les deux rôles. L'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui va notamment en fait mobiliser les aides financières pour vous, vous faire les plans de financement, et la maîtrise d'œuvre qui là va piloter et concevoir le projet. Euh, je pense qu'on a fait le tour pour les questions. Si on n'a pas d'autres, on va peut-être mettre fin à ce webinaire. De toute façon, les présentations et notamment le petit schéma vous seront envoyés euh, dans les jours suivants, dans les jours qui suivent. Et si vous avez plus des questions, notamment au niveau de la copropriété, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et comme je l'ai dit en présentation, le webinaire sera disponible dans quelques jours sur YouTube. Je vous remercie, Madame Bogart, pour votre Merci intervention. beaucoup et au revoir et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.